Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Marseille. On va parler de comportement et on va parler de destruction justement chez le chien. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sylvia Masson, spécialiste en comportement. Ces vidéos, elles sont destinées à vous, ASV et vétérinaires, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis de vos propriétaires qui viennent vous voir pour ce type de motif en clinique. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Bon Sylvia, beaucoup de propriétaires se plaignent quand le chien fait des bêtises. Tout à fait. Il s'absente, c'est un problème fréquent. Est-ce que c'est toujours anormal ? Alors non, et puis c'est un problème complexe même si c'est une question fréquente, puisqu'en fait ça peut être un comportement normal du chiot dans la phase d'exploration orale quand il prend les objets avec sa gueule pour découvrir l'environnement. Donc, on va dire avant le début de la puberté. Et c'est vrai que là, les gens qui nous écoutent doivent se dire « Ah oui, mais début de la puberté, il y en a plein qui le font après. » Donc, on va toujours s'intéresser en comportement à l'intensité et la fréquence du comportement. Donc, même si le chien a que 3-4 mois, mais qui détruit des quantités phénoménales d'objets tous les jours, là, on va s'inquiéter très très vite. Et puis, on a parlé destruction, mais un des premiers points à aller voir, c'est est-ce qu'il se contente de détruire et il met des petits morceaux et il s'en va, ou est-ce qu'il ingère des morceaux de ses jouets, de ce qu'il a détruit. Et là, c'est important de le rappeler, l'ingestion d'objets non alimentaires n'est jamais normale chez le chien, pas plus que chez l'enfant. Et donc ça, c'est un motif urgent de consultation. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si les chirurgiens opèrent des chiens pour ingestion d'objets non alimentaires et sont obligés de faire des entérotomies, des entérectomies là-dessus, l'idée comportement doit surgir très vite et conseiller la consultation sur un jeune animal qui, quand on parle au propriétaire, nous dit « Ah oui, c'est des bêtises qu'il fait souvent ». Là, il faut penser comportement en première intention. Il faut faire le lien. Tout à fait. Quelles sont les causes les plus fréquentes que tu rencontres, toi, de Alors, destruction ? les destructions, on va dire, ça peut être un animal qui s'ennuie, qui est resté vraiment très longtemps seul, mais c'est, à mon avis, pas le plus fréquent en réalité. Ça va être beaucoup des réactions parfois de panique. Où l'animal, il sait plus quoi faire, il tourne en rond, il va prendre des objets, ça va être peut-être plus souvent des objets qui ont l'odeur de ses propriétaires, et puis les ramener dans son panier, grignoter. Enfin, tu vois, ce côté, je suis inquiet, je pétris un truc, nous on le ferait comme ça. Et ça peut être de l'excitation. On voit des destructions où tu vois le chien avec la vidéo maintenant, avec les caméras, on peut voir pas mal de choses et tu as l'impression que le chien, c'est la fête, ils sont partis, il est temps de faire la teuf, je vais me faire les coussins du canapé. Voir le canapé. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois bien, en fait, c'est l'émotion qui est derrière qui va nous intéresser pour arriver à catégoriser tout ça. Et effectivement, les émotions possibles, elles sont nombreuses et ça, on n'a pas le temps en 5 minutes de discuter de ça avec les propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux propriétaires pour gérer cette problématique ? Alors, on va toujours appliquer le même raisonnement. Est-ce qu'on pourrait appliquer de l'extinction, qui est une technique où s'il n'y a pas de renforcement, le comportement va s'arrêter par lui-même ? Est-ce que si on laisse le chien seul, livré à lui-même, il va s'arrêter spontanément ? Non, parce qu'il prend du plaisir. Le chien qui s'amuse à détruire les coussins va être très content. Il a beaucoup plus de chances de le refaire la fois suivante. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois que je m'ennuyais ? Ah oui, je me suis fait le canapé. Je vais recommencer. Donc, dans le cas de l'excitation, ça ne marchera pas. Dans le cas de la peur, si c'est vraiment même une phobie ou de l'anxiété, évidemment, les émotions sont au plafond, donc là aussi, ça va être pas possible pour lui de ne pas le faire. Donc l'extinction est une mauvaise technique. Est-ce qu'on peut faire de la punition négative, c'est-à-dire retirer les stimuli ? C'est ce qu'on conseille indirectement. En fait, on va conseiller l'évitement des situations problématiques en disant aux gens, rangez au maximum, laissez-le dans une pièce où il y a potentiellement pas de bêtises à faire. Éventuellement, il y en a qui vont conseiller la cage. La cage, attention, pour des durées limitées. Et puis la cage, c'est un intermédiaire où on doit rapidement pouvoir faire la même chose sans la cage. Donc ça doit pas être 8 heures de cage par jour, tous les jours évidemment. Et puis du coup, en présence, quand on est revenu au domicile et que le chien est là, on va laisser les objets potentiellement qui pourraient toucher et on va intervenir en le redirigeant sur des objets autorisés. Là encore, on redirige un comportement d'exploration, mais si les destructions, elles sont sur un chien adulte, massive, plusieurs fois par jour, c'est quand même une indication de sévérité qui fait que probablement les conseils que je viens de te donner ne suffiront pas à résoudre le problème. Voilà. Ouais, donc finalement, les plus grosses erreurs, c'est d'intervenir entre guillemets au mauvais moment. Oui, alors a posteriori, on n'en a pas parlé, mais évidemment, si on rentre à la maison qu'il a fait des bêtises, ces punitions a posteriori, elles sont extrêmement délétères. Le chien va voir qu'on est en colère
très rapidement et réagir à ça. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre la cause. Donc effectivement, il y a aussi des solutions type enfermement en cage 20 heures par jour, très mauvaise idée. Ça va plutôt aggraver le problème a posteriori. Et après, il faut quand même, et j'ai oublié de le préciser, mais c'est important, s'assurer que l'animal en question a des besoins physiologiques couverts, qu'il a des dépenses physiques suffisantes chaque jour, des promenades. Mais là encore, des destructions massives, c'est rare. D'ailleurs, on le voit dans les chenils. C'est pas parce qu'un chien est enfermé dans sa cage qu'il se met à tout détruire parce qu'il n'a pas pu être sorti 2 jours de suite. Donc sur la destruction stricte, c'est rare que le manque d'exercice transforme le chien en animal destructeur 24 heures sur 24. D'accord, ça c'est important. Un point important, c'est qu'on voit beaucoup de conseils sur la mastication. On a tendance à leur donner justement des objets de mastication. Ou autre, ouais. Alors, il y a des animaux, si c'est juste un petit peu d'ennui, effectivement, ça va les occuper un temps, ça peut leur permettre d'avoir ce temps d'occupation quand le propriétaire n'est pas là. Sur des animaux très excités, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que je fais mes objets de mastication, je suis très content, je m'excite, l'excitation monte, il n'y a plus de mastication, je vais continuer sur le canapé ou le mur du salon. Donc ça peut être parfois à double tranchant. Et c'est pareil, la mastication, je vois régulièrement des animaux qui ont 2, 3, 4 heures de mastication par jour. À un moment, la mastication à ce niveau-là n'est pas normale non plus. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir laisser un chien quelques heures, qui se repose parce que c'est un animal qui a besoin de plus de temps de sommeil que nous humains, qui se repose 3-4 heures dans l'après-midi sans mastiquer et que ce soit un sujet. Voilà. Bon, merci Sylvia. À partir de quand faut-il dire aux propriétaires de s'inquiéter et d'envisager une consultation comportementale ? Eh bien, je pense que dans un conseil de première intention, c'est important de rappeler cette procédure, d'évaluer donc l'âge du chien, de se dire est-ce que je suis avant ou après puberté. Si on a un animal déjà adulte, je pense qu'on peut déjà dire aux gens là, ça me paraît pas vraiment normal. Il faudrait peut-être qu'on prenne le temps d'une discussion plus poussée pour voir pourquoi le chien fait ça. Mais surtout, si on met en place cette procédure, même sur un assez jeune animal et qu'on voit pas de progrès en 1 mois, 2 mois, vraiment des progrès substantiels, c'est bien de prendre le temps d'une consultation de comportement. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Sylvia, pour ces lumières. Et puis, j'espère que ça vous a apporté plein de tips en comportement, parce que vous avez pas mal de propriétaires qui arrivent au comptoir avec ce type de sujet. Alors, surtout, n'hésitez pas à suivre Veto Inside, la chaîne d'actu vétérinaire avec des spécialistes vétérinaires, des spécialistes dans différents domaines, management, RH et autres. Elle est faite pour vous, Veto, étudiants Veto, jeunes Veto, ASV et puis même Veto plus expérimentés. Eh bien, suivez-nous, elle est gratuite. Allez, à très vite sur Veto Inside.